Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation virtuelle. Je me présente Antoine Lemay, étudiant au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous propose de vous partager une portion des données de mon projet de doctorat qui est dirigé par Magali Dufour et Mathieu Goyette. Donc plus précisément, je vais présenter qui sont les jeunes e-sportifs au secondaire. Mais avant de commencer, pour introduire le sujet ou pour ceux qui sont peut-être moins familiers, le sport électronique ou le e-sport, c'est une pratique de jeux vidéo compétitive qui peut être professionnelle ou amateur et qui va être coordonnée par différentes ligues ou structures pour faciliter la compétition. Donc une pratique de jeux vidéo qui est beaucoup plus sociale, structurée, puis axée sur la performance que les pratiques plus traditionnelles qu'on voyait. Et donc graduellement, le sport électronique a émergé comme une nouvelle pratique de jeux vidéo, dans le sens que c'est surtout dans les 10 dernières années que la montée en popularité du phénomène s'est faite sentir, particulièrement chez les jeunes. Et donc, parallèlement à cette montée en popularité-là, on voyait des équipes de sport électronique apparaître dans les milieux universitaires et collégiaux, et peut-être puisque c'était des adultes, mais le phénomène était resté relativement dans l'ombre. Par contre, depuis 2017, quand le sport électronique est entré dans les milieux scolaires au niveau secondaire, là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, puis même une discussion sur les conséquences que ça pourrait occasionner. Donc, le but de mon projet de doctorat, c'est de mieux comprendre qui sont les e-sportifs, tout en essayant de répondre aux inquiétudes qui entourent le sport électronique en milieu scolaire secondaire. Donc ici, dans cette diapo, je ne vais pas m'y attarder, mais pour ceux qui souhaitent consulter, je vous ai laissé à titre informatif des indicateurs qui soutiennent la croissance du sport électronique. Donc aujourd'hui, comme plan de match, je vais commencer avec un survol de la méthodologie pour par la suite vous décrire le portrait e-sportif, de leurs loisirs, de leurs pratiques e-sportives, des bienfaits, des méfaits qui découlent de leur pratique de jeux vidéo, puis je vais conclure avec une courte discussion sur ce qui a été présenté. Donc, l'échantillon que je vous présente aujourd'hui découle du recrutement de mon projet de doctorat. Et donc, pour vous mettre en contexte, le recrutement s'est déroulé au mois de janvier 2020. Donc, les données vont refléter la situation des participants juste avant qu'une certaine pandémie arrive. Donc, on a questionné tous les élèves de 4e et 5e secondaire d'un établissement scolaire au Québec qui propose et encadre un programme de sport électronique parascolaire. Pour être éligible à ce programme-là, les étudiants devaient maintenir leur moyenne académique. Ils devaient aussi participer à une activité de prévention une fois par mois. Donc, ces activités-là étaient réalisées par les intervenants psychosociaux de l'école qui accompagnent les jeunes. Puis, ils pouvaient aborder des thèmes comme la cyberdépendance ou les habiletés de communication, par exemple. En plus, les jeunes devaient aussi demeurer actifs puis participer à une activité de sport organisée une fois par semaine. Lorsqu'ils respectaient ce cadre-là, les participants avaient accès à un local dédié au sport électronique, puis également à 2 parties de sport électronique compétitives par semaine. Donc, pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les 70 e-sportifs que l'on a recrutés dans le recrutement, en fait, que je vous ai décrit. Pour décrire notre échantillon, évidemment, on avait un questionnaire sociodémographique, mais on a utilisé 2 questionnaires maison qui documentaient les loisirs et la pratique de jeux vidéo e-sportifs des participants. Donc également, pour avoir en tête l'inquiétude majeure qui entoure le sport électronique, donc le fait de favoriser la dépendance aux jeux vidéo, on a évalué l'utilisation problématique d'Internet et des jeux vidéo. Donc, on a utilisé le CIUS 14, qui est un questionnaire validé pour l'utilisation problématique d'Internet, et où un score de 28 représenterait une utilisation problématique. Par contre, c'est important de souligner qu'on a adapté le questionnaire pour permettre d'évaluer séparément l'utilisation d'Internet de celle des jeux vidéo. Donc, comme mentionné, on a recruté 70 e-sportifs, qui étaient principalement des garçons d'origine canadienne, qui parlaient français, et la majorité des participants provenaient de familles nucléaires, puis 83% étaient célibataires. Donc, un petit peu plus de la majorité des participants étaient de niveau secondaire 5,
Au niveau de leur moyenne générale, on voit que 20% des participants avaient une moyenne entre 60 et 69%, 53% avaient une moyenne entre 70 et 79%, puis 23% avaient entre 80 et 89%. Par la suite, on voit que la majorité des participants consacraient moins de 10 heures par semaine à leur étude, ou 63% rapportaient étudier entre 1 heure et 5 heures. Au niveau de leur situation d'emploi, environ 60% des participants n'avaient pas d'emploi pendant la période scolaire, 20% travaillaient moins de 14 heures et 21% travaillaient plus de 14 heures par semaine. De façon générale, au niveau de la santé physique des participants, 20% avaient rapporté un diagnostic de santé physique et 36% prenaient une médication pour ce trouble, alors qu'au niveau de la santé mentale, 43% rapportaient avoir un trouble de santé mentale diagnostiqué et 70% prenaient une médication pour ce trouble. Par la suite, on s'est intéressé aux loisirs des participants. Donc, les participants consacraient en moyenne 10 heures par semaine à des loisirs sans écran, environ 15 heures par semaine à des loisirs avec des écrans mais qui excluent les jeux vidéo, puis en moyenne 19 heures à des jeux vidéo par semaine. Au niveau de leur score au CIUS 14, on voit que 17% des participants présenteraient une utilisation problématique à Internet, puis que 31% présenteraient une utilisation problématique des jeux vidéo. Au niveau de l'investissement d'argent en lien avec les jeux vidéo dans la dernière année, on les a questionnés sur plusieurs types d'investissements, mais en somme, les participants avaient rapporté dépenser en moyenne 1 112 $ dans la dernière année. J'attire ici votre attention par contre sur la taille des écarts types qui sont souvent plus élevés que la moyenne elle-même, puis qui fait perdre un peu son sens à la moyenne. Ce qui s'explique par le fait que la majorité des participants rapportaient dépenser peu d'argent, puis qu'une minorité qui dépensait beaucoup d'argent, comme on peut le voir dans la distribution des dépenses totales. Donc, on voit que 50% ici dépensaient moins de 500 $, puis que 2% des participants dépensaient plus de 5 000 $. Au niveau de la pratique de jeux vidéo e-sportifs des participants, on leur a posé la question s'ils se considéraient comme des e-sportifs, puis 53% ne se considéraient pas comme des e-sportifs, 38% se considéraient comme des e-sportifs amateurs et 7% se considéraient comme des e-sportifs semi-professionnels. Par la suite, en termes de temps de pratique ou de jeu en lien avec le sport électronique, les réponses des participants étaient quand même assez variées, mais ils rapportaient consacrer en moyenne 14 heures par semaine pour le sport électronique, ce qui serait indépendant du 19 heures de pratique de jeux vidéo rapporté plus tôt dans le portrait des loisirs. Également, la majorité des participants cumulaient peu d'expérience, donc c'est-à-dire environ moins de 6 mois, alors qu'une minorité avait plus de 1 an ou 2 ans d'expérience de sport électronique. Par la suite, 53% rapportaient qu'ils ne souhaitaient pas continuer à faire du sport électronique dans le futur, puis 47% souhaitaient continuer d'en faire, mais d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'on regarde les jeux auxquels ils jouaient, on voit que 83% des participants jouaient à des jeux de style shooter, que 29% jouaient à des jeux de style de sport, dont majoritairement Rocket League, et par la suite, les autres styles de jeux cumulaient juste de faibles pourcentages. Par contre, ici, c'est important de souligner que le milieu scolaire approuvait les jeux qui pouvaient être joués en lien avec le sport électronique, ce qui, évidemment, peut influencer la réponse des participants ici. Pour les bienfaits et les méfaits, on a questionné les participants sur les conséquences qui découlaient de leur pratique de jeux vidéo générale, et donc ici, ce n'est pas spécifique pour le sport électronique. Mais avec l'aide de l'échelle que vous voyez, on a demandé aux participants à quel point les jeux vidéo avaient un impact positif sur diverses sphères de vie. Donc, le bienfait le plus notable était définitivement au niveau social, alors que 43% ont rapporté des bienfaits qui avaient beaucoup d'impact ou plus. Les autres bienfaits étaient principalement au niveau psychologique, leur motivation en général et sur leur concentration. Par la suite, on a aussi regardé le nombre de sphères de vie à laquelle les participants avaient rapporté des bienfaits qui avaient eu moyennement d'impact ou plus. Et ici, on voit que 39% rapportaient des bienfaits dans
4 sphères ou plus et que 25% rapportaient des bienfaits dans 5 sphères de vie ou plus. Toujours avec la même échelle, le méfait le plus notable était au niveau des études ou de l'emploi, où 27% des participants rapportaient avoir des méfaits qui avaient beaucoup d'impact ou plus. Les autres méfaits étaient au niveau de leur loisir et également au niveau de leur sommeil. Ici aussi, on a regardé le nombre de sphères à laquelle les participants avaient rapporté avoir des méfaits qui avaient moyennement d'impact ou plus, et on voit que 39% rapportaient avoir des méfaits dans 4 sphères de vie ou plus, et que 13% rapportaient des méfaits dans 5 sphères de vie ou plus. Donc, aujourd'hui, même si notre visée était vraiment plus descriptive, je pense qu'on doit quand même discuter pour mettre un peu de contexte autour de certaines données pour mieux les comprendre. Premièrement, j'aimerais situer le temps de loisir des sportifs avec ceux des autres participants de l'échantillon de mon projet de doctorat, question de contextualiser un peu. Donc, lorsqu'on compare la moyenne d'heures que les joueurs e-sportifs et que les joueurs de jeux vidéo non e-sportifs consacrent à leur loisir, on voit que les différences statistiquement significatives sont que les joueurs e-sportifs passaient moins de temps des loisirs sans écran et consacraient plus de temps aux jeux vidéo que les loisirs non e-sportifs. Également, lorsqu'on additionne l'ensemble du loisir avec écran qu'ils font, bien évidemment, là, les e-sportifs, du fait qu'ils ont une pratique e-sportive de plus spécifiquement, vont avoir significativement un plus grand temps écran total que celui des joueurs non e-sportifs. Un deuxième point que je vais prendre le temps de contextualiser, c'est la présence de problèmes cliniques. Donc, lorsqu'on parle de la présence de problèmes de santé physique ou psychologique chez les participants, on voit que malgré les taux assez impressionnants, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les groupes. Puis, en fait, la seule différence qu'il y a, c'est que les e-sportifs, lorsqu'ils présentent un trouble de santé mentale, ils rapportent davantage à avoir une médication pour leur trouble. Donc, par la suite, au niveau du CIUS 14, on voit que les e-sportifs, par contre, présenteraient davantage une utilisation problématique aux jeux vidéo que les joueurs de jeux vidéo non e-sportifs. Donc, par la suite, pour situer les bienfaits et les méfaits qui découlaient de leur pratique de jeux vidéo, on voit que, d'un côté, au niveau des bienfaits, la seule différence statistiquement significative, c'est que les e-sportifs rapportaient davantage de méfaits qui avaient moyennement d'impact ou plus au niveau de leur travail et de leurs études. Donc, de l'autre côté, au niveau des bienfaits, on voit que les sportifs rapportaient davantage de bienfaits qui avaient moyennement d'impact ou plus que les joueurs non e-sportifs au niveau de leur relation familiale, de leur motivation générale. Surtout, le plus important, c'est qu'ils présentaient significativement plus de bienfaits qui avaient beaucoup d'impact ou plus dans leur relation sociale comparativement aux joueurs non e-sportifs. En terminant, je vous laisse sur des pistes de réflexion. Donc, premièrement, au niveau de la taille des écarts types de plusieurs variables, un peu comme c'était le cas pour l'investissement d'argent, le constat, c'est que plusieurs jeunes consacrent peu de temps aux jeux vidéo et au sport électronique, puis que d'autres passent vraiment beaucoup. Donc, on n'est pas encore rendu à ce stade-là de nos analyses, mais ce serait intéressant de regarder s'il n'y a pas la présence de différents profils de jeunes dans le programme, soit certains avec un haut niveau d'investissement pour le sport électronique, puis d'autres avec un bas niveau d'investissement, ce qui pourrait supporter le fait que la majorité des participants ont par exemple peu d'expérience, qui ne se considèrent pas comme des sportifs, puis qui ne souhaitent pas continuer d'en faire. Un autre point de réflexion, c'est que la structure du programme parascolaire en soi pourrait être protectrice et réduire les conséquences négatives potentielles. Donc, ça serait intéressant d'avoir une étude qui regarde davantage pour voir si les élèves qui ont manifesté de l'intérêt mais qui n'ont pas adhéré au programme, ou les élèves qui ont adhéré mais qui ont abandonné le programme, si ces élèves-là qui n'adhèrent pas à la structure du programme ne présenteraient pas des risques spécifiques versus ceux qui en font partie. En guise de mot de la fin, à l'heure actuelle, notre constat ne supporte pas le fait que les jeunes qui font du sport électronique au secondaire vivent des méfaits extraordinaires. Ceci étant dit, il ne faut pas banaliser non plus. On voit que c'est des jeunes qui passent plus de temps devant les écrans, qui seraient plus dépendants aux jeux vidéo, puis les joueurs eux-mêmes rapportent des conséquences au niveau de leur travail, de leurs études, puis de leur sommeil, ce qui évidemment pourrait avoir des conséquences au niveau scolaire. En même temps, c'est des jeunes qui rapportent des bienfaits, surtout au niveau de leur relation sociale,
familiale, puis de leur motivation. Puis là, on parle spécifiquement de jeunes qui sont plus portés à être devant des écrans, ce qui pourrait être positif en soi. Donc, à l'heure actuelle, le sport électronique en milieu scolaire, sans être alarmiste, je crois qu'il s'agit d'une question d'équilibre, puis qu'un niveau de prévention ciblé à ces jeunes en milieu scolaire pourrait permettre de favoriser le fait de profiter des bienfaits du sport électronique, tout en réduisant les conséquences potentielles qui pourraient s'en dégager. Donc, c'est déjà tout le temps que j'avais. Pour des questions, commentaires, discuter de pistes de prévention en milieu scolaire, n'hésitez pas à venir me voir lors des périodes de questions. Sinon, pour ma part, je termine en remerciant l'organisation du symposium pour l'événement et également l'Institut universitaire en dépendance qui, avec leur soutien financier, je vais être en mesure de rédiger mon projet de doctorat de façon intensive cet été. Donc, en vous remerciant encore une fois, merci de votre écoute. Au plaisir.